bonjour, moi j'aime bien le générique, il nous met en joie, je ne sais pas si vous aussi, mais en tout cas, il est tonique. Tonique, notre invité aussi, c'est un homme que vous connaissez nécessairement parce qu'il est héros de nombreuses fictions, de nombreuses séries à la télévision. Aujourd'hui, il est passé de l'autre côté, notamment puisqu'il est réalisateur de fiction pour la télévision et notamment pour France 2. C'est Yves Régnier qui est notre invité ce matin. Bonjour Yves. Tout de noir vêtu. Vous aimez bien la couleur, le noir? J'aime bien, ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que ça dissimule les formes? Oui. Faut rien vous cacher. Oui. Ça, j'avais compris. J'ai un âge, on commence à avoir un petit bidon. C'est vrai. Ouais. Oui. Donc, on parle pas tout de suite de votre âge. Je le cache. 75, on peut annoncer. Ça va? C'est pas grave. Vous dissimulez jamais votre âge? Non. Jamais? Jamais. Vous en êtes même plutôt fier de cet âge? Bah écoutez, fier, je sais pas, mais je trouve que bon voilà, j'ai 75 ans, je vois pas pourquoi. Je sais pas, si j'étais une femme, peut-être que je le dissimulerais, mais en tant que mec, non. D'accord. J'assume. On va parler d'un téléfilm qui va être diffusé mercredi sur France 2. C'est un film sur une erreur judiciaire, sans doute la plus grave erreur judiciaire en France. C'est l'histoire de Patrick Dils. Je voulais juste rentrer chez moi, c'est le titre de ce livre, cette autobiographie en fait, et vous l'avez adapté donc pour la télévision. C'est vraiment un téléfilm de grande qualité. Je le dis dès le départ, c'est d'ailleurs pourquoi on a choisi ce matin d'être avec vous. Mais on a 1000 questions, parce que vous avez été le commissaire Moulin, comme chacun sait, pendant plus de 30 ans. Il y a combien d'épisodes? 70. Comment on s'en sort d'ailleurs? Parce qu'on vous appelle toujours commissaire? Non. Ça arrive encore? Non, c'est fini, ça? Non, je pense que les gens se sont habitués là, au départ. Ça s'est passé en 2006, donc ça fait 12 ans. Mais ils sont toujours demandeurs, c'est assez drôle. Ils me disent toujours quand est-ce que vous revenez. Ah oui? Ouais. Il y a une sorte de nostalgie. Bah, je dis non, je ne reviens pas. Je fais autre chose. Je fais autre chose dans la vie. Et plutôt, je me débrouille pas mal. Ça, vous pouvez leur dire. Dites donc, beau mec, hein? Oui, jeune, hein. Et déjà la clope Ah oui, mais moi, je me suis retrouvé sur le billard à cause de ça. Ah. La clope, ouais. Donc, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Arrêtez de fumer? Ah, je dis, il ne faut pas commencer. Qu'est-ce que c'est le décor de votre enfance? Alors, moi, j'habitais... Alors, si vous voulez, de ma petite enfance, j'étais en Touraine, dans une petite ville, près de Tours, qui s'appelait Semblançay. J'ai vécu dans une espèce de maison bourgeoise. Ouais, de maître? Ouais. Donc, plutôt dans une famille argentée? Tout à fait. Pas de honte. Est-ce que vous avez été un enfant désiré? Non, je vous le dis honnêtement, non. Quand savez-vous? Parce que ma mère me l'a dit. Et ça fait du bien à entendre? Et ça fait pas de mal, en tout cas. Non. Elle m'a dit, tu as été conçu un 31 décembre. Donc, en général, le 31 décembre... Entre deux verres? Ouais, on s'arsouille. Donc, voilà. Donc, on n'est pas forcément désiré. Mais on arrive à se construire facilement quand même, quand on n'a pas été désiré, qu'on le sait? Non, mais je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas désirés. Hein. C'est rare, les enfants qui sont vraiment désirés et qui ne le savent pas, quoi. Donc, c'est pas... Moi, c'est pas gravissime pour moi. Hein. C'est pas gravissime. Moi, je sais que ma mère, elle m'avait dit des trucs qui m'ont vachement choqué. Elle m'avait dit, moi, ma mère ne m'a jamais aimé. Alors ça, je trouve ça beaucoup plus grave que de ne pas être désiré, parce qu'on peut ne pas être désiré et être aimé. Ça a été le cas ensuite? Oui, tout à fait. Vous avez grandi un peu dans le culte de mon père, ce héros? Pas du tout. Pourquoi? Pourtant, il est allé dans des camps de concentration, il en est revenu très atteint. Oui, absolument. Mais en fait, si vous voulez, mon père, je l'ai très peu vu. Parce que moi, je suis né pendant la guerre, en 42. Il est parti en 43 en camp de concentration, il est revenu en 45. Donc moi, j'étais un tout petit bébé. Quand je l'ai vu la première fois, il m'a fait peur. Et ensuite... Pourquoi? Parce qu'il était décharné? Très maigre. Ouais, très, très maigre. Et ensuite, il s'est séparé de ma mère. Et donc, ça a été la séparation. Donc, ensuite, on se voyait, mais on se voyait uniquement pour des questions d'éducation, quoi. Voilà, donc, j'avais pas une image très sympa, quoi. Votre mère, elle a éduqué ses 3 enfants. Ouais. Donc, votre sœur, votre frère. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis? C'était une femme un peu courage, non?
Elle m'a transmis, ma mère, c'était une Anglaise. Donc, on ne montre pas ses sentiments. Jamais. Jamais il faut donc pudique. Ouais, il ne faut jamais extérioriser. Et puis, elle m'a appris, d'abord, c'était une artiste. Donc, c'était quelqu'un qui aimait la peinture, qui aimait la sculpture. Elle faisait de la sculpture, elle avait un atelier de peinture, elle a eu une galerie. Voilà, qu'est-ce qu'elle m'a transmis? Peut-être, est-ce que c'est transmissible? Je ne sais pas, mais elle m'a transmis son goût pour les belles choses, son goût pour les choses bien finies. Pour l'art. Pour l'art. Ouais. Vous avez eu une sœur qui a été très importante dans votre vie, ouais. Carole, qui a été très malade, qui a eu une tuberculose osseuse. Et qui pendant 20 ans, en fait, pas 20 ans, mais elle est... Jusqu'à 19 ans? Elle l'a attrapée, elle avait 3 ans, et elle a eu quelques rémissions, mais elle est restée paralysée jusqu'à 18 ans. Ouais. Et puis un jour, on a pu l'aider à marcher. Ouais. Il y a un médecin qui l'a opérée. Elle était à Berck. Elle a rencontré un médecin qui lui a dit « Moi, je vous opère, je vous fais une greffe d'os sur la colonne vertébrale, parce que cette maladie s'est attaquée à la colonne. » Et donc, il lui a fait. Et puis, au bout elle est restée 1 an avec une minerve. Et puis, elle a marché. Voilà. Elle a réappris à marcher, en fait, à 19 ans. Dans quelles circonstances elle est décédée? Un accident de montagne. Elle avait quel âge? 25. En fait, si vous voulez, elle voulait se prouver qu'elle était comme les autres, comme tout le monde. Elle était restée petite, elle n'était pas grande, elle boitait, etc. Mais elle voulait vraiment se prouver. Et donc, pour elle, si vous voulez faire de la montagne, c'était... un challenge. C'était un challenge, voilà. Et voilà, et c'est une histoire à la con, hein, je veux dire, qui est un accident. En quoi ça a changé, Yves Régnier, le regard que vous portez sur la vie aujourd'hui? Ben moi, Parce que vous étiez tout jeune, hein. Vous avez quoi? Vous aviez 21 ans. 21 ans, ouais. Moi, je pense qu'il faut vivre l'instant présent, l'instant T. Il ne faut pas se projeter. Moi, je ne me projette pas. Je ne fais pas de projet d'avenir. Jamais? Non. Même jeune? Même jeune. Moi, je vis ce que je vis là en ce moment avec vous. Voilà. Je ne cherche pas à savoir ce qu'il y a après, derrière. Mais vous-même, vous avez flirté avec les limites? Bah oui, je me suis retrouvé un jour sur le billard. Et c'est drôle parce que je me suis dit... je me souviens très bien, j'étais sur le chariot, je voyais le gars qui m'emmenait sur la table d'opération et j'allais être opéré du cœur. Et je regardais les néons défiler et je me suis dit, si tu te sors de cette merde, tu ne touches plus jamais une cigarette de ta vie. C'est ce que vous avez fait. Ouais. Votre mort, vous la redoutez? Non. Vous y pensez? Oui, comme tout le monde, oui, bien sûr. Vous en avez peur? Non, c'est simplement que si vous voulez, voilà, c'est inéluctable. Tout le monde y va, quoi. Je veux dire, après, ça dépend ce qu'on vous réserve, quoi. C'est-à-dire, ça dépend ce que le sort vous réserve. Il y a des morts qui sont plus ou moins atroces, d'autres qui sont plus douces que d'autres. Moi, j'ai une mère qui est morte en souriant. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Quand j'ai été la voir, elle était décédée. Et elle avait une banane jusque-là, et on ne lui avait pas fermé les yeux, elle regardait comme ça, elle me voyait entre ses... Je trouvais ça fantastique, quoi. Elle avait quel âge? Elle était bien, 100 ans. Vous espérez aller jusque-là? Moi, je pense que j'ai tiré un peu sur la corde, donc... Vous avez vécu intensément. C'est votre grand-mère, d'ailleurs, qui vous a donné un peu le goût, non, de la comédie, du spectacle. Ma grand-mère, elle avait été à la Comédie Française. Mais oui, elle a même travaillé avec Sarah Bernard. Absolument. Incroyable. Tout à fait. C'était d'ailleurs c'était sa fierté d'avoir travaillé avec Sarah Bernard, ouais. Non, elle était contente, ma grand-mère, elle disait, si tu veux être acteur, il faut le faire correctement. Donc, il faut que tu fasses le conservatoire d'art dramatique. Donc, j'ai fait le conservatoire. Le travail bien fait. Ouais. La suite de votre parcours, elle est racontée par Julie Mareuil. Si je vous dis... Yves Régnier. Oui. Vous me répondez forcément... Commissaire Moulin. Régnier, c'est Moulin. Moulin, c'est Régnier. 70 épisodes et 33 ans de confusion d'identité. Monsieur ? Quoi, monsieur ? C'est Moulin, tête de nœud. Une image qui lui colle encore à la peau, celle d'un flic crédible, cuir, flingue et grosse bécane. Et si on lui reproche la violence de la série, il assume. Parfois, on me dit, oui, t'es grossier, t'es vulgaire. Mais je ne suis pas grossier ni vulgaire. C'est comme ça que s'expriment les flics. Hé, patron!
Avec les gonzesses, vous avez la cote comme ça? Régnier le séducteur, sans doute l'autre grand rôle de sa vie. En 1964, il incarne même Roméo. Nomme-moi ton amour, je me ferai rebaptiser. Et désormais, je ne serai plus jamais Roméo. Mais c'est dans 2 séries cultes des années 60 qu'il se fait connaître, Belphégor et les Globetrotters. Les Globetrotters, un rôle qui lui va bien, car entre 2 tournages dans la vraie vie, l'acteur Régnier joue les hippies entre Goa et Ibiza. 1986, autre facette. Il se la joue crooner après s'être fait larguer par l'actrice américaine Goldie Hawn. Tu veux me jeter? Une voix grave et suave qu'il met aussi au service du doublage. Tu veux mourir pour ça? Sortez vos flingues. Ça, c'est un couteau. Vous, rien ne vous fait peur, pas même de passer derrière la caméra. À votre actif déjà, une vingtaine de moulins. Et depuis 2012, 3 téléfilms avec Mathilde Seigné, à qui vous offrez des rôles de femmes à fort tempérament. Véronique Vasseur, médecin-chef à la santé, Martine Monteil, première femme à la tête de la crime, et Jacqueline Dills, prête à tout pour faire innocenter son fils. On ne peut pas refaire le procès. Pourquoi pas? Mais parce que c'est la loi, madame. Et quand elle se trompe, la loi, faut qu'on se laisse faire! Sujet fort et carton d'audience, Yves Régnier est décidément une bête de télé. Est-ce que Yves Régnier, comme Renaud, vous pourriez embrasser un flic après avoir fait pendant si longues années commissaire Moulin? Mais bien sûr, sans aucun problème. Vous en avez un là sur le plateau? C'est une profession en fait aujourd'hui qui est très stigmatisée. Vous en pensez quoi? Bah, je pense que de toute façon, je veux dire, les gens, ils ont tort. Je veux dire, ils ont tort de s'en prendre aux flics parce que les flics, ils sont quelque part quand même, ils sont là pour les protéger, etc. et tout. Et là, ce qu'ils subissent, je trouve ça dur, quoi. C'est vraiment dur parce qu'ils sont face au terrorisme et en plus complètement mal aimés par la population. C'est grave, quoi. Mais qu'est-ce que vous pensez à 75 ans de notre époque? Moi, je trouve qu'on vit une époque formidable. Moi, je suis pas mécontent du tout de... Je suis surtout pas mécontent, si vous voulez, d'avoir vécu ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu 68, puis j'habitais le quartier latin. Donc j'étais... Et vous avez participé? Oui. Moi, j'étais tous les soirs à l'Odéon. J'écoutais Code Bandit, Serge Julie, Alain Guesmar, bon, les trucs et tout. Et donc, moi, j'adorais ce moment de liberté. D'ailleurs, quand ça s'est arrêté, quand ça s'est terminé, il y avait une certaine nostalgie dans Paris. Hein. Et puis, il y avait ces tags qu'on trouvait partout, sous le pavé, la plage. Et sous le pavé, la plage, c'était tout à fait révélateur de mai 68. C'est-à-dire, De Gaulle, il a vachement bien manœuvré, parce qu'il savait que de toute façon, les vacances arrivaient, que c'était terminé, quoi. Depuis toutes ces années, depuis que vous êtes adolescent, quelle a été la période, justement, un peu de l'histoire française qui vous a davantage marqué? La période de l'histoire française qui m'a davantage marqué, ça serait plutôt la guerre du Vietnam. Ouais, ça peut vous paraître bizarre, mais quand j'étais adolescent, je crois que je devais avoir 12 ans ou 13 ans, il y avait Dien Bien Phu. Et un jour, on nous a annoncé que Dien Bien Phu était tombé. Et je me rappelle que je m'étais dit, si j'avais l'âge, je m'engagerais. J'avais envie de vivre ça. J'avais envie de vivre... c'est pour ça que je voulais d'ailleurs être photographe de guerre. Moi, je voulais vivre la guerre, mais dedans, à l'intérieur, quoi, pas vu de l'extérieur. Vous aviez carte blanche. Alors là, on s'est dit, où va-t-il nous emmener? Alors, vous nous avez emmenés à 260 km de Paris. Bon, attention, hein, c'est pas la jungle hein, non plus. Hein. C'était à Boulogne-sur-Mer, vous voyez. On est allé au Centre national donc, de la mer, Nausicaa. C'est un lieu à la fois ludique, pédagogique, scientifique. Vous avez revêtu votre combinaison de plongée pour rendre visite aux requins. Julienne Mareuil et Anne-Rose Leblanc vous accompagnent. On est à Boulogne-sur-Mer, sur une plage qui est quasi déserte, mais qui a son charme. C'est les plages du Nord. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est sauvage, c'est wild, quoi. Pourquoi vous nous avez emmenés ici? À cause de Nausicaa, qui est un aquarium spécialisé dans l'eau de mer. Moi, je suis un fou des aquariums. J'en ai eu depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Ça représente quoi un aquarium pour vous? Ça représente la vie, hein. Je peux rester pendant des heures, moi, à regarder les poissons. Je trouve ça très reposant. C'est zen. J'ai eu un aquarium qui faisait 8 mètres de long sur 3 mètres de large et 1,50 m de hauteur d'eau. Ça fait à peu près 25 000 litres d'eau de mer. Ah, il était immense. Ça m'occupait, j'aimais bien ça. Moi, j'adore ce genre de spectacle. C'est beau, c'est clair, c'est magnifique, quoi.
Ça, ce sont des hépatus. Ce sont des poissons qui sont très beaux, mais qui sont relativement fragiles. Enfin, ça, c'est poisson lion, ça s'appelle un pterois volitans. Faut pas toucher les dorsales, elles sont empoisonnées. C'est un poisson que j'adore, ça. Un arotron. Lorsqu'il a peur, il se gonfle. Mais il est très très gentil. Et ça, c'est les fameux clowns. C'est vrai que c'est pas du bidon, je connais les poissons. Hein. Ça, c'est extra, ça. Alors moi, j'ai plongé dans un lac en Papouasie où il n'y a que des méduses. Mais il y en a des milliers. Ça, j'aurais bien ça chez moi. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment leur place aux poissons? Non, pas du tout, non. Absolument pas, mais des fois j'ai honte moi, d'avoir un aquarium à la maison. Je me dis, c'est pas du tout en harmonie avec ce que je pense. Quoi. Vous visitez quand même un aquarium aujourd'hui? Ouais, parce que c'est aussi un lieu calme, quoi. C'est pas la même chose que si vous me dites, tiens, vous allez au zoo, ou vous allez dans un cirque. Hein. Ah, les zoos, je suis contre. Hein. Ici, à l'Animal Sauvage, je suis archi contre. Je milite comme un fou contre ça. Ouais. Je milite aussi contre la torture des animaux, contre le mal-être. Je trouve que c'est une très grande leçon de vie de regarder vivre les animaux. Bienvenue à Nausicaa. Et ben voilà notre bassin des requins et je vous propose d'aller faire une petite plongée. Avec plaisir. Vous avez déjà plongé avec des requins? Ah, pas dans un aquarium, en mer, oui. Ouais. Vous n'avez pas peur? Pas du tout. Allez voir les requins de près, c'est sympa. J'ai hâte de voir si je vais avoir froid ou pas. Vous êtes un bon plongeur? Je fais que plonger à mon actif. Combien? Je dirais 3 000, 3 4 000. Je suis vieux. 75 ans et j'ai commencé à 18 ans. La plongée, pour moi, c'est du yoga. C'est comme si je faisais du yoga. Je suis en apesanteur. Quand on commence à s'enfoncer, qu'on descend comme ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Je regarde les poissons, je regarde ce qu'ils font, je les observe, je trouve ça génial. J'ai une passion pour les requins parce que c'est un animal qui est mal aimé. Je prends facilement parti pour les faibles, je dirais. Le requin, il n'est pas faible en lui-même, c'est un animal extraordinaire, fort, puissant, etc., mais qui est souvent détruit, attaqué par l'homme. Vous savez qu'on tue à peu près tous les ans 170 millions de requins, ce qui est quand même une aberration, quoi. Quand je plonge, c'est le bonheur. Ça vous aide dans la vie? Est-ce que ça m'aide la plongée dans la vie? Je sais pas, en tout cas, ça me donne un but. Chaque fois que je reviens de plonger, je me dis quand est-ce que je repars. C'est une bonne idée de venir ici? Hein? Moi, je crois que c'était une bonne idée, non? C'était pas à côté, mais c'est sympa. C'était pas à côté, mais c'était sympa, c'est sûr. Qu'est-ce que les années vous ont appris sur vous? Parce qu'on parlait d'âge, là. Oui. Qu'est-ce que ces années vous ont appris? La zénitude. La zénitude. Ouais. Comme quand vous êtes dans l'eau. Oui, à devenir zen. À arrêter de m'emballer pour un oui ou pour un non, quoi. Vous ne vous mettez plus en colère? Non, j'essaye. Si, ça peut m'arriver, mais enfin, j'essaye. Vous êtes un râleur? Oui, parfois, oui. Ouais? Oui. Qu'est-ce Pas qui vous un râleur agace, pour râler, non, quoi. Mais bon. Mais qu'est-ce qui vous agace dans la vie? Moi, j'aime pas l'hypocrisie. J'aime pas les gens qui mentent. Voilà. Vous dites toujours la vérité? J'essaye. Vous avez toujours dit la vérité? Toujours non, mais qui n'a pas menti dans son existence? L'affaire Diels, on en parle? S'il vous C'est plaît. votre actualité. Ce sera sur France 2, ce sera mercredi soir. Ce sera une soirée d'ailleurs continue, puisqu'il y aura ce téléfilm qui sera projeté en première partie. Et ensuite, il y aura un débat. Vous serez d'ailleurs présent en compagnie d'ailleurs de Patrick Diels. C'est une des plus graves erreurs judiciaires françaises. Patrick Diels a été incarcéré pendant 15 ans pour un double meurtre d'enfant qu'il n'a pas commis. Alors, on en parle, le rappel des faits. Patrick Diels a passé 15 ans derrière les barreaux. 15 ans pour rien. 1986, Montigny-les-Metz, 2 petits garçons de 8 ans sont retrouvés assassinés. Patrick Diels n'a que 16 ans lorsqu'il est accusé de les avoir tués à coups de pierre, un double crime qu'il avoue avant de se rétracter. 1989, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. À ses côtés, ses parents qui, comme lui, ne cessent de clamer son innocence. J'ai toujours dit qu'il était innocent. Moi aussi, j'ai toujours été convaincu de son innocence depuis le début. Il faudra attendre un rebondissement nommé Francis Saulme pour que la justice s'interroge et que s'ouvre un nouveau procès. La présence du tueur en série sur les lieux du crime pourrait innocenter Patrick Diels, incarcéré depuis 14 ans. J'arrive pas trop encore à me rendre compte de tout ce qui vient se passer. J'ai du mal à réaliser, on va dire. Au procès, l'avocat général demande l'acquittement, mais à la surprise générale, la cour d'assises le juge à nouveau coupable et le condamne à 25 ans de réclusion criminelle. La salle ne respire plus.
Patrick Dils est figé, ses proches abasourdis. Cette fois encore, Dils n'a pas su convaincre. Il fait appel, c'est sa dernière chance. En 2002, il est finalement innocenté, acquitté et libéré à l'âge de 31 ans. Vous êtes aigri de cette erreur judiciaire? On n'en sort pas indemne. On ne peut pas en sortir indemne. Là, j'ai pas de haine, j'ai pas de rancœur. Il y a des questions. En mai dernier, Francis Holm a été jugé coupable des meurtres des 2 enfants, mais il a fait appel du verdict. Patrick Dils, quant à lui, a obtenu 1 million d'euros d'indemnisation. Il a refait sa vie près de Bordeaux. J'ai toujours su, dès le premier jour de toute façon, que je sortirais par la grande porte et blanchi. La seule mention de son nom évoque désormais l'une des plus graves erreurs judiciaires de notre pays. Pour réaliser ce téléfilm, d'après donc ce livre écrit par Patrick Dils, est-ce que vous avez revu beaucoup d'archives? Ah oui. Oui. Si vous voulez, à un moment donné, je présentais une émission qui s'appelait Affaires criminelles sur NT1. Et donc, j'ai eu à présenter l'affaire Dils. Moi, je pensais vraiment qu'il était coupable. Hein. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? C'est en retravaillant sur ce dossier avec Emmanuel Charlot, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle La contre-enquête, Dils versus Holmes. Et là, moi, je lui ai dit, mais il est coupable. Il m'a dit, mais t'es fou. Les faits... Lui, il était convaincu de son innocence. Ouais, convaincu de son innocence. Et qui plus est, si vous voulez, je ne sais pas si à ce moment-là, déjà, il y avait eu l'histoire de Lyon, avec la gendarmerie lyonnaise qui avait refait complètement le parcours. Ils ont tout refait, ils ont refait toute l'enquête. Hein. Et ils se sont servis d'un logiciel qui s'appelle Anacrime, dont ils se sont servis aussi pour, je crois, pour la petite Maëlys. Là. Je pense qu'ils se sont servis d'Anacrime. Ils se sont servis d'Anacrime, en tout cas, pour l'affaire Grégory. Et le logiciel a prouvé par A plus B que Dils n'était pas du tout... il n'était pas du tout sur les lieux du crime à l'heure où les 2 garçons ont été assassinés. Voilà. Oui, mais la preuve est arrivée très tardivement. 15 ans. 15 ans. 15 ans passés ça se passerait dans plus une maintenant. cellule. Ça ne se passerait plus. Parce que, si vous voulez, maintenant, il y a quand même l'ADN qui est quand même vachement important, si vous voulez, dans les enquêtes de crime. Et puis, je pense que ce qui s'est passé, où il n'y avait pas d'avocat lorsqu'il a été interrogé par la juge d'instruction, ça, c'est un truc qui n'aurait plus jamais lieu. Alors, d'ailleurs, dans ce téléfilm, vous montrez très bien l'intimidation, quand même, que Patrick Dils reçoit de la part des policiers. Hein. Il est en garde à vue, il est jeune, il est mineur, il a 16 ans, il ne faut pas oublier ça. Il vient d'une famille extrêmement modeste, tout à fait. avec une éducation assez rigide et assez protégée. L'enquête, elle est aussi bâclée. Il y a plein de doutes dans l'enquête. Tout à fait. Donc, on comprend à travers ce téléfilm aussi la psychologie, en fait, de Patrick Dils à l'époque. Il est fragile. Ultra fragile. Qu'est-ce qui vous a intrigué le plus dans sa personnalité? De Patrick? C'est cette résilience. Il est très fort, hein, lui. Hein. Parce que tout le monde a dit que sa mère était très forte. Oui, c'est vrai que ça a été une femme extrêmement forte. Mais Patrick Dils, ce qu'il a subi et comment il s'en est tiré, comment il s'en est sorti, le mec est balèze. Hein. On regarde un extrait. Je vous en prie. C'est le moment assez crucial d'ailleurs. C'est le premier procès. On est au tribunal et c'est Mathilde Seigné qui tente de faire réagir son fils. S'il avait fait une chose pareille, vous croyez quoi? Mais moi, je l'aurais dénoncé tout de suite, je l'aurais traîné au commissariat. Ses aveux, c'est n'importe quoi. Calmez-vous, Madame Dils. Je vous rappelle que nous sommes dans une cour d'assises. Et alors? Tu crois pas que tu pourras avoir honte au moins d'avoir élevé un gamin comme ça? Honte? Parce que tu crois que je peux avoir honte de mon fils, toi? Madame Dils, je vais vous demander de regagner votre place. Parle, Patrick. Défends-toi. Dis-leur que t'as pas fait ça, je t'en supplie. Parle, s'il te plaît. Parle. S'il te plaît, parle. Je t'en supplie. Parle, s'il te plaît. Parle.
Ce moment où il reste prostré, c'est glaçant. Très fort. Très fort, parce que elle fait tout pour qu'il parle, et puis à un moment donné, elle comprend qu'il ne parlera pas. Alors ensuite, enfin, il va s'ouvrir. Il va prendre confiance en lui. Et ça va être aussi grâce à une rencontre d'un co-détenu. Oui, tout à fait. Joué par vous. Oui. J'aimais bien la relation qui existe entre Diels et Marco. Je trouve et ça, c'est la réalité? Et ça, c'est la réalité. Sauf qu'il ne s'appelle pas Marco. On a changé les noms. En tout cas, cet homme lui aura rendu un service incroyable. C'est-à-dire qu'il va le coacher. Ah oui, il va le coacher, et en plus, c'est une psychanalyse qu'il fait avec lui. C'est vachement important. Là. Et il le prend sous son aile, il le protège. Comment Patrick Diels a réagi au film? Écoutez, ça, on pourra lui demander, mais je veux dire, il a pleuré, quoi. Il a pleuré, parce que c'est difficile de voir sa vie mise à l'écran comme ça, c'est dur. Et puis en plus, il était avec sa femme, et sa femme aussi, c'était émotionnellement très très fort. Hein. Le film, il est costaud sur le plan émotionnel. Est-ce que vous pensez que c'est un cadeau que vous lui faites avec ce film? Moi, je pense que oui. Mais je ne sais pas si c'est son avis à lui. Je crois que lui, il pense qu'il me fait un cadeau à moi. Mais moi, je pense que oui. Je pense que c'est pas un cadeau, mais c'est quelque chose que je sens que je lui dois. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut rétablir la vérité. Et c'est important pour lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est ce que je lui ai dit hein, quand j'ai été le voir la première fois, et que je lui ai expliqué, je lui ai dit, c'est très important que vous ayez de la visibilité, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui pensent que vous êtes coupable. Il y a beaucoup de gens en France qui disent, ah mais il n'y a pas de fumée sans feu, Patrick Diels, il est coupable, ou il a quelque chose à voir, peut-être qu'il n'est pas coupable, mais il a vu, il était là-haut, il était sur le talus et tout ça. Donc oui, je pense que c'est très important de rétablir la vérité, et que les gens changent, que les gens se disent merde, peut-être que j'ai jugé beaucoup trop vite, quoi. Est-ce que vous avez été un bon père? Vous voulez qu'on se mette dos à dos, là, tout de suite? Pas tout de suite, on est encore face à face. Est-ce que vous avez été un bon père? Je ne sais pas si j'ai été un bon père. Vous avez 4 enfants, hein? Ouais. J'essaye. De 3 femmes différentes? Ouais. J'essaye. Je ne suis pas toujours un bon père, c'est clair, mais bon... Alors, on est allé voir Samantha. Ouais. Samantha, c'est l'aînée. Ouais. Elle vous a pas trop vu, hein, je crois, dans sa vie. Hein. Bon, vous êtes en train de vous rattraper. Elle m'a vu quand même. Hein. Vous êtes en train de vous rattraper. Hein, parce qu'elle m'a vu quand même. Hein. J'ai fait beaucoup de voyages avec elle. Hein. En tout cas, c'était pour compenser l'absence. Ouais. Elle a quelques petites choses à nous dire, Samantha. Être la fille d'Yves Régnier, oui, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a des moments de crise, mais il y a aussi énormément de moments de partage intense. On a fait le tour du monde ensemble. Il a toujours été là pour moi lorsque j'avais vraiment besoin. Moi, mon père a un petit peu disparu de ma vie au moment où mes parents sont séparés. Donc, quand il apparaissait, je sautais à pieds joints dans ce qu'il me proposait. Puis après, il disparaissait de nouveau. Puis il réapparaissait un mois après. Coucou, c'est moi. Et je lui sautais dans les bras. Ouais, papa. Il a une personnalité très entière, très passionnée, qui ne fait pas beaucoup de concessions. C'est un être humain qui est très paradoxal. Il passe pour un bourru, pour un provocateur, pour un mec sans cœur, mais finalement, moi je sais qu'il a une énorme carapace hein, et qu'il est hyper sensible et plein de failles à l'intérieur avec lesquelles il s'est construit. Dans le fond, c'est quelqu'un qui est affectivement pas super sûr et super touchant quand on le connaît bien. Quand je lui ai dit que je voulais être comédienne, il a très mal réagi. Il m'a dit que c'était une très mauvaise idée. Qu'il fallait surtout pas faire ce métier et que c'était un métier de pantin. Et puis finalement, c'est quand même lui qui m'a donné les plus jolis rôles que j'ai eus. Puis c'est chouette de travailler en famille parce qu'il y a une dimension de plus, quoi. Où, même si on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble en famille, on le rattrape dans ces moments-là, on vit des choses fortes. Et quand ça se passe bien, c'est génial. Il est tellement porté par ses passions qu'il vit toujours à fond, il est toujours plein d'idées, il monte ses projets, il se bat jusqu'au bout. Oui, dans ce sens-là, franchement, c'est un vrai modèle.
Si les autres pensent que c'est pas un cadeau, bah, je peux leur dire que c'est franchement plutôt un cadeau d'être sa fille parce qu'il m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'émotion. Ah oui. Vous êtes insensible? Oui, écoutez, moi je suis un romantique. Vous l'avez toujours été? Oui, toujours. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez toujours été très respectueux avec les femmes? Une question difficile, Vous dites même parfois, j'étais un vrai salaud. je pense. Je n'ai pas violé. Vous le regrettez d'avoir été un Un vrai salaud? salaud. Écoutez, c'était d'une part, c'était l'époque. Ça correspondait aussi à une certaine époque, à un côté macho que je trouve con maintenant, mais bon, à l'époque, voilà, je trouvais ça bien. Et aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, là? Ah non, non, là, aujourd'hui, je passe l'aspirateur, je remplis la machine à laver, je nettoie mes assiettes, je lave parce mon que verre. vous avez 75 ans? Est-ce que c'est parce qu'on arrive à une certaine sagesse? Est-ce qu'on se dit, si Non, je mais veux c'est- garder la femme que j'aime, il faut que je participe? Ouais, parce que je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas tout d'un coup se dire, voilà, c'est le travail de la femme, ça. Parce que c'est du passé, quoi. C'est fini, ça. Cette époque-là, elle est terminée. Vieille époque, là. Ouais. Mm. Là, on a l'air d'un vieux con has-been quand on pense comme ça. Samantha, elle parle de failles. Ouais. Quelles sont les failles? Comme tout le monde, hein. Tout le monde a des fragilités. Il n'y a personne n'est une seule pièce, quoi. Je veux dire, moi, je sais pas, je pense que peut-être une sensibilité un peu à fleur de peau. Guy Bedos dit qu'avec l'âge, on devient plus sensible, hypersensible. C'est possible. Ouais, je pense qu'il a raison. Ouais. Je pense que c'est aussi avec ce qu'on a accumulé, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a accumulé pendant des années et des années et des années où vous voyez vos potes disparaître. Je veux dire, c'est la vie aussi qui vous rend comme ça. Johnny, vous le connaissez bien? Très bien, ouais. Ouais, j'étais très pote avec lui. J'ai fait un film, hein, j'ai fait un moulin avec ma fille qui s'appelait Kidnapping. Ça s'est fait chez moi. C'est un projet qui est né comme ça à table. Il m'a dit, mais tu tournes tout le temps et tu ne me fais jamais tourner. Alors je lui ai dit, mais moi je fais de la télévision, Johnny, moi je ne fais pas du cinéma. Il m'a dit, mais moi si tu as un beau rôle, moi je le fais à la télé. Bah, j'ai dit, j'ai un rôle de gangster, ça te plaît? Il me dit, je veux faire un rôle de gangster. Et voilà, je lui ai filé le rôle de gangster. Il y a un trait de sa personnalité qui vous plaisait plus que tout autre? Alors moi je vais vous dire, ça va vous paraître bizarre, mais moi ce qui me plaisait chez Johnny, c'est que c'était un provocateur. Comment? Eh bien, il réussissait à vous faire battre. C'est-à-dire? Il était plus provocateur que vous? Ah, beaucoup plus. Ah, beaucoup plus. Il était capable de dire des trucs, et puis les gens se battaient, quoi. Moi, ça me faisait marrer. Ça a amené à une rixe derrière. Oui, ça pouvait, oui, oui. Non, il était... Il y participait? Non, pas du tout, mais lui, si vous voulez, il était spectateur de ces provocations. Il était incroyable. Il mettait le feu aux poudres. Il mettait le feu aux poudres, ouais, ouais. Allumer le feu, lui, elle lui savait le faire. Alors, je vous emmène pour une petite épreuve que vous ne connaissez pas encore. C'est le dos à dos. C'est le dos à dos. Dos à dos avec vous, Yves Régnier, des réponses du tac au tac. Est-ce que vous aimeriez être votre ami? Absolument. Qu'est-ce qui est insupportable quand on partage votre vie? Le fait que je ne sois jamais à l'heure. Avec qui vous aimeriez rester coincé dans un ascenseur? Mais avec vous, Catherine. Bien sûr. Est-ce que vous avez été déjà violent avec une femme? J'aurais pu l'être. Donc limite, quoi. Oui, je vous dis, j'aurais pu l'être, voilà. L'amour, c'est mieux avant, pendant, après? C'est mieux tout le temps. Le mot d'amour le plus sensuel, le plus érotique? Je t'aime. La pire approche de drague que vous ayez testée? La lourdeur? Est-ce que vous avez déjà regardé dans le portable de votre compagne? Est-ce que je vais être honnête ou malhonnête sur cette réponse? Honnête, vous avez regardé. Oui. Elle le sait?
Oui. Que représente votre tatouage dans le dos? Alors, mon tatouage, c'est un guerrier japonais, un samouraï, sabre au clair, qui est monté sur un cheval. Vous avez oublié votre anniversaire de mariage. Comment faites-vous pour vous faire pardonner? Je fais un cadeau. Qu'est-ce que vous faites en cas de déprime? Je m'achète un cadeau. Qu'est-ce que vous avez déjà fait d'illégal? Beaucoup de choses. Mais encore? Non, c'est pas avouable. La chose la plus précieuse que vous possédez? L'amour de ma femme et de mes enfants. Est-ce que vous auriez aimé naître femme? Pas du tout. Qu'est-ce que l'on pourrait entendre comme chanson pour terminer cette émission dans la joie? Ah, on va se fendre la gueule. Ah bon? Ouais, on est d'accord. Donc, Crazy. Mhm. De... Barclay? Exactement. Eh, on le savait. C'est bien, Catherine. C'est génial. Asseyez-vous. C'est top, ça. J'adore. Vous dansez, vous? Vous Maintenant. dansez, vous dansez, vous? Habituellement, c'est l'inverse. Vous dansez, vous? C'est drôle. Hein? Bon, on aurait pu terminer en dansant. En tout cas, on termine comme ça sur un rire. Sur un rire. Et ça, franchement, c'est important. Ouais, c'est bien. Mm. En fait, d'ailleurs, c'est ce que je préfère chez une femme. C'est le rire? Oui. Bon, chez un homme aussi, hein. Je trouve que c'est vraiment important. Une femme qui me fait rire, c'est hyper important pour moi. D'accord. Voilà. C'est in the pocket. C'est in the bed. Eh ben voyons. Voilà, c'était Ivrenier. Bon, regardez mercredi ce téléfilm de Patrick, enfin sur l'histoire de Patrick Dills, pardon. Je voulais juste rentrer chez moi. C'est le livre qu'a écrit Patrick Dills et c'est l'adaptation pour la télévision qui passera donc sur France 2. C'est une soirée continue avec un débat bien sûr derrière, présenté par Julien Bugier. C'était bien de vous revoir. Mais moi, j'étais très content de vous voir. Et alors, vous allez de nouveau réaliser sur l'histoire de Jacqueline Sauvage. Tout à fait. Avec Muriel Robin. Ouais. Bon, ce sera pour une autre chaîne. Ouais. Donc, il ne faut peut-être pas en parler. On a tous les droits ici. Bon, bah, portez-vous bien. Un grand merci aussi à l'artiste qui est exposée sur le plateau Thé au Café aujourd'hui, qui a pour nom Yo Marchand. Elle utilise des alliages, des teints d'or, d'argent dans ses œuvres graphiques. Et elle poursuit donc sa réflexion sur la couleur. Ça, on le voit, c'est éclatant. L'émission, elle est rediffusée. C'est beau. Ouais, c'est bien. Ouais, j'aime bien. Elle est rediffusée. Et puis moi, j'adore le bleu. Non, c'est une de mes couleurs préférées, pas vous? Moi, j'adore. Ouais, comme vos yeux. Michou. Michou. Ah, Michou. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On sera en compagnie la semaine prochaine d'Isabelle Carré, la comédienne. J'adore. Ah ouais, formidable. Et qu'elle vient d'écrire en plus une autobiographie où on apprend énormément de choses sur sa personnalité, sur son enfance. Et puis le lendemain, c'est Marlène Schiappa. Elle est secrétaire d'État chargée à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une femme aussi extrêmement intéressante, avec une forte personnalité. Et puis demain, vous serez en compagnie de Sarah Lavoine. Vous savez, elle est architecte, elle est décoratrice. C'est une femme très intéressante aussi. Voilà. Tous ces rendez-vous, c'est dans Thé au Café, le samedi et le dimanche. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité, d'être avec nous tous les week-ends. Et avec Yves, on va terminer par un petit selfie. Si vous êtes d'accord. Allez, au revoir. Bonne journée. Merci.